À toutes et à tous. Alors, je vais faire une toute petite déclaration liminaire et après je prendrai des questions. Je pense qu'il vaut mieux fonctionner à partir de questions ou de remarques que vous pouvez faire sur la laïcité, parce que c'est un très vaste sujet, et donc plutôt que m'embarquer, si vous voulez, dans mes affaires à moi, je trierai comme ça à partir de vos questions. Mais je voudrais quand même faire trois remarques un peu en introduction. La première, bon, c'est quelque chose que vous avez dû déjà avoir avec vos professeurs, mais enfin je le rappelle brièvement, c'est que on essaye, en classe, d'avoir ce qu'on appelle une démarche de connaissance, c'est-à-dire que au café, dans la rue, dans ses engagements, etc., on peut avoir des positions qui sont des positions personnelles, et puis on essaye, quand on est en classe, qu'on soit professeur ou élève, ou dans des lieux comme ça, d'apprendre du savoir, et le savoir, c'est pas tout à fait la même chose. Mais en même temps, évidemment, il n'y a pas une distinction absolue, c'est-à-dire que il est clair, ne serait-ce que le fait d'étudier la laïcité, ça voulait dire de ma part un intérêt pour cette question, et donc l'intérêt c'est en deçà, en amont en aval du savoir, bon, et en amont du savoir, bon, et puis inversement, tout ce que j'ai pu apprendre en allant dans les archives, en menant des enquêtes, etc., sur la laïcité, après à informer mes propres engagements personnels de citoyens. Donc il faut maintenir la distinction, si vous voulez, entre la démarche de connaissance et les engagements de citoyens, et en même temps, bien sûr, les choses ne sont pas absolument séparées, et peut-être qu'au cours de route, je vous dirais, ben ça je le dis plutôt comme citoyen, ou ça plutôt comme universitaire. La deuxième remarque, c'est que la laïcité, comme vous le savez, est une question assez passionnelle en France actuellement. Il y a eu des moments où cette question était moins passionnelle, et puis il y a dans l'histoire de France, à plusieurs reprises, cette question a été ou est aujourd'hui passionnelle. Et justement, une démarche de connaissance, une démarche qui essaye d'aller vers un certain savoir, c'est une démarche qui essaye de refroidir cette question chaude. Alors c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, mais voilà, c'est aussi le but de l'opération, c'est d'essayer de refroidir ça pour essayer d'en parler de manière la plus sereine possible. Et puis la troisième remarque préalable, c'est de dire que y a toujours les principes et la pratique. Et les deux sont importants, mais les deux, là aussi, ne coïncident pas totalement. Les principes, eh bien, c'est effectivement les principes républicains, les principes démocratiques, et on le verra, les principes laïques sont une part importante de ces principes républicains et démocratiques. Et la pratique, elle n'est pas forcément toujours à la hauteur de ces principes, elle ne correspond pas forcément totalement à ces principes, elle peut être tâtonnante, voire même avoir des écarts qui peuvent choquer ou scandaliser certains. Alors ça ne veut pas dire que les principes n'ont pas d'importance. Il y a un film, je ne me rappelle plus de ce film, mais peut-être certains d'entre vous l'ont vu et se rappelleront le titre. Il y a un film où il y avait un Africain qui revenait au XVIIIe siècle. Pardon ? Voilà. Donc vous avez de meilleure mémoire que moi. Bon. Et vous vous rappelez, il y avait des effets comiques parce que il était dans une plantation de coton ou quelque chose comme ça, et il disait à celui qui l'exploitait, oui, tu fais ça parce que je suis noir, et l'autre rigolait en disant, bah évidemment, je fais ça parce que tu es noir. Bon. Et donc, le film voulait montrer le décalage entre effectivement les principes qui nous régissent, nous aujourd'hui, au XXe et au XXIe siècle, et puis ceux qui régissaient des sociétés qui n'avaient pas aboli l'esclavage et qui n'avaient pas reconnu, disons, au niveau des principes, l'égalité de tous les êtres humains, qui soient, quelle que soit leur couleur, ou quel que soit leur sexe, ou quelle que soit leur croyance. Et donc, on voit bien que là, les principes sont importants parce qu'on peut s'en réclamer face à des situations injustes.
Mais si ces principes n'existent pas, on ne peut pas s'en réclamer. La situation injuste est la norme. Il n'y a aucun levier, si vous voulez, aucun instrument pour pouvoir la contester sans réclamer. Et c'est comme ça pour plein d'autres choses. Si vous voulez, quand des gens font grève, eh bien, ils font grève parce qu'ils estiment qu'il y a un principe qui n'est pas respecté et ils se réclament de ce principe. Alors après, on peut discuter pour savoir si la grève est justifiée ou si elle est moins justifiée, mais c'est très important de, même quand les principes ne sont pas appliqués intégralement, de tenir bon sur ces principes et de savoir quels sont les principes, de les dégager, de les clarifier. Alors après, il faut effectivement avoir un raisonnement où on se soucie à la fois des principes et où on se soucie des conséquences pratiques des principes. C'est-à-dire que dans une société démocratique, il y a plusieurs principes à respecter et il faut articuler ces principes. Et vous verrez que la laïcité elle-même revêt plusieurs principes qui doivent être coordonnés. Donc voilà un peu la déclaration préalable que je voulais faire. Et maintenant, si c'est possible qu'il y ait un tour de remarques ou de questions, ça m'aidera après à voir dans quelle direction aller plutôt que telle autre. Alors je dois dire d'ailleurs que j'ai apporté des anti-sèches, j'ai apporté mes 2 queues sèches, et puis j'ai apporté alors un petit livre qui vient de paraître, que je voudrais vous recommander parce que il coûte 3 €. Hein, et puis il n'est pas très gros, et c'est La laïcité par Michel Miaille. Michel Miaille, c'est un juriste, c'est dans une collection alors très sérieuse de juristes distingués qui s'appelle Dalloz, mais d'habitude les livres de Dalloz sont des gros livres qui coûtent très cher, et là ils ont édité ce livre à 3 €, et là vous avez toutes les dispositions juridiques, disons, concernant la laïcité dans ses diverses applications. Alors voilà, c'est un anti-sèche très précieux. Bien, mais écoutez, est-ce que quelqu'un veut bien ouvrir le bal des questions? Oui. La jeune fille devant qui... Ah, d'accord. Alors moi, ma question, c'était pourquoi est-ce que la laïcité n'est pas respectée partout en France aujourd'hui? Je pense notamment à l'Alsace-Moselle. L'Alsace-Moselle. Merci. On continue? Allez-y. Moi, je voulais demander si la laïcité avait déjà été utilisée comme un moyen de protection par rapport aux autres religions. Et ici, je pense notamment à l'islamophobie. Ah, pardon? À l'islamophobie. Le début de votre question, c'est un moyen de pression, c'est ça? De protection. D'accord. Elliot? Moi, ma question, c'était pour connaître un peu l'état des lieux de la progression de la laïcité dans le monde, pour savoir comment ça a avancé, et pour savoir si on pourrait arriver au final à un monde totalement laïque. Bonjour. Ma question, ça concerne les États-Unis. Est-ce qu'on pourrait vraiment dire qu'ils respectent les principes laïques, étant donné par exemple qu'ils jurent sur la Bible ou qui sont vraiment très très marqués par la religion? Encore une ou deux questions? Et de toute façon, vous aurez la parole encore par la suite. Hein. Dauphine, allez-y. Est-ce que le fait de vouloir absolument être neutre et laïque, ça pousse pas parfois à l'intolérance, et notamment avec la charte sur le fait que les femmes voilées n'ont pas le droit d'accompagner les enfants, les sorties d'école? Voilà. Moi, je me demandais comment est-ce qu'aujourd'hui la France fait pour à la fois garder son héritage religieux
et être laïque, je pense par exemple aux jours fériés chrétiens qui sont encore fériés. Rémi, allez-y. C'est bon. Alors, je crois qu'un État qui se veut laïque doit rester neutre dans toutes les décisions qu'il a, c'est bien ça. Et alors, est-ce qu'on peut considérer que la France est un État laïque dans la mesure où il interviendrait pour, par exemple, le remboursement de l'avortement ou de l'euthanasie? Est-ce que c'est vraiment respecter la laïcité? Sur l'euthanasie, la loi n'est pas encore passée, mais oui, si jamais... oui, là-bas. En fait, quand on pense à l'école laïque, elle a été fondée sur l'opposition au catholicisme. Or, aujourd'hui, la laïcité, c'est le fait de pouvoir exercer ses religions librement. Donc, la laïcité, finalement, c'est être opposé aux religions ou permettre ces religions. On s'arrête là pour l'instant sur ce qui est des questions et on vous redonne la parole juste après. Le professeur Bobéro se lance dans les réponses. Voilà, donc vous voyez, ça fait déjà un vaste panorama de réponses possibles. Bon, alors je vais peut-être du coup essayer de voir un peu globalement ce que c'est que la laïcité pour après pouvoir aborder les différentes questions qui finalement sont souvent des cas concrets dans lesquels la laïcité marche parfois bien, parfois moins bien, etc. Bon. Alors si, peut-être on peut commencer par la dernière question sur l'école, parce qu'elle nous renvoie à l'histoire, hein, à la création de l'école laïque, et donc au début de ce que j'appelle la laïcité établie, parce que, si vous voulez, on peut penser qu'il y a un processus de laïcisation qui s'est fait au cours des siècles, mais on ne va pas remonter trop loin parce qu'on n'arriverait jamais à l'actualité, à l'aujourd'hui, mais il y a un processus de laïcisation qui s'est fait dans la mesure où au Moyen-Âge, bon, pour dire les choses très très globalement et donc avec des raccourcis, l'institution ecclésiastique est une institution englobante. Et d'ailleurs, par exemple, c'est elle qui crée d'autres institutions, elle crée l'université, par exemple. C'est l'Église catholique qui a créé l'université. Bon. Ou une autre institution comme la médecine est une institution qui est faible, si vous voulez, et qui doit obéir à des lois religieuses, et donc c'est ce que j'appelle être englobée par l'institution ecclésiastique. Pour donner un exemple, au XVIIIe siècle, à la fin du XVIIIe, en 1870 par là, en 1770, quand on commence à se dire qu'il faudrait vacciner, eh bien, on dit ah oui, mais il faut l'autorisation de la faculté de théologie catholique de la Sorbonne pour vacciner, parce que ça met en cause, voilà, et donc il y a une institution englobante. Et puis au XIXe siècle, l'école, l'université, la médecine, d'autres institutions deviennent des institutions autonomes, qui elles-mêmes ont leur propre consistance, leur propre force, et donc qui se détachent de cet englobement, et puis qui se développent énormément. La médecine, par exemple, s'est énormément développée au cours du XIXe siècle. Donc, vous voyez, il faut partir un peu d'un processus de laïcisation qui a un certain aboutissement, effectivement, avec la Troisième République, et qui se marque notamment par la création de l'école laïque. Alors, ça explique d'un côté pourquoi il y a un conflit, c'est-à-dire que à partir du moment où il y avait une institution qui était englobante et que elle n'est plus englobante, que l'école devient une institution autonome par rapport à la religion et à l'Église catholique, puisqu'en France c'était l'Église catholique qui était dominante, mais dans d'autres pays ça peut être d'autres églises. Bon, il y a un conflit. Il y a un conflit parce que il y a perte d'une position dominante
et il y a relativisation donc de l'institution ecclésiastique. Bon. Mais si vous voulez, il n'y a pas que, et évidemment c'est ce qui est le plus apparent, le conflit, mais il n'y a pas que du conflit, dans la mesure où justement l'école laïque, elle dit qu'elle va être neutre, elle ne dit pas qu'elle va être une contre-église, même si peut-être au début elle a pu en prendre certains traits par mimétisme, par ressemblance, mais son but en tout cas n'est pas d'être une contre-église, son but d'être une école et d'enseigner le mieux possible à des gens qui ont des opinions et des croyances différentes. Donc si vous voulez, il y a à la fois du conflit et il y a, je dirais, des germes de conciliation, qui au début sont des germes, parce qu'au début c'est le conflit qui est le plus apparent. Mais Jules Ferry, qui est le fondateur de la laïcisation de l'école publique, dit lui-même, il ne faut pas faire la guerre à toujours au catholicisme. Et il dit, je suis anticlérical, mais pas antireligieux. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il lutte contre ce qu'il estime être le cléricalisme, et le cléricalisme, c'est un peu ce que je vous ai dit quand je vous ai dit que l'institution était englobante. Mais en fait, ça devient du cléricalisme quand les autres institutions sont assez fortes pour prendre leur autonomie. Ça l'était pas au début, quand on était dans un système où tout ça était assez logique. Bon. Mais il dit, je ne suis pas anti-religieux dans la mesure où donc je veux être neutre, je ne veux pas promouvoir un athéisme d'État. D'ailleurs, c'est très intéressant aussi parce que la conséquence concrète qu'en tirait Jules Ferry, c'était de dire il faut sauvegarder la liberté de l'enseignement. Parce que il y a certains laïcs extrêmes qui voulaient le monopole de l'État sur l'enseignement. Et ça a été... il y a eu toujours une tendance qui voulait le monopole d'État pour l'enseignement. Et ça n'a jamais été réalisé. Et Jules Ferry, le premier, disait il faut qu'il puisse avoir liberté de l'enseignement, justement, pour avoir des garde-fous, si vous voulez. Pour avoir des garde-fous et pour être sûr que l'école de l'État laïque ne devienne pas elle-même quelque chose qui soit trop englobant, trop étouffant, etc. Et donc il a défendu la liberté d'enseignement contre des personnes de son camp qui étaient plus radicales que lui, et il a maintenu la liberté d'enseignement. Alors après, il y a eu des périodes où cette liberté a été contestée, mais elle n'a jamais été supprimée. Et puis il y a eu dernièrement donc la loi de... Donc voilà, on peut pas... il y a eu du conflit, et il ne faudrait pas nier le conflit, il ne faudrait pas raconter une légende dorée, mais on a surtout vu que le conflit, si on voit que le conflit, c'est pas une légende dorée, c'est une légende noire. Bon. Donc il faut essayer de sortir de ces deux légendes pour voir et penser un peu deux idées en même temps, pour voir qu'il y avait en même temps un conflit dû à ce processus de laïcisation. Et il y avait en même temps les prémices, les germes, la possibilité d'une conciliation qui s'est faite donc progressivement et qui maintenant est largement actée, comme on dit, parce que ce qui était cherché, c'était une neutralité, je dirais, arbitrale, c'est-à-dire que dans un match de football, vous avez les joueurs et l'arbitre. Bon. C'est pas le même rôle. Les joueurs, c'est en gros ce qu'on appelle la société civile, c'est-à-dire justement le fait que les gens ont des convictions, des croyances, des points de vue, et que cet ensemble de points de vue est légitime, et que c'est très divers, et que quand vous discutez entre copains, ben, vous avez divers points de vue et vous pouvez les échanger. Bon. Et puis l'arbitre, il dit les règles. Ben, c'est un peu ce qu'essaye de faire l'école. C'est-à-dire de dire, ben voilà quel est le savoir qu'on a sur telle question aujourd'hui, parce que le savoir, c'est pas la vérité révélée, donc c'est quelque chose, évidemment, qui progresse au fur et à mesure qu'on étudie les choses. Et voilà quel est le savoir que nous avons aujourd'hui, et qu'est-ce qu'on peut dire de manière à peu près sûre aujourd'hui sur telle et telle question. Et puis après, les gens aussi en tirent les conclusions qu'ils veulent. Donc ça, c'est un premier point. Et alors, ça me permet de remonter un peu les questions. Est-ce que quand l'État prend position au XIXe siècle, ça a été la loi sur le divorce, la loi de 1884 sur le divorce, après ça a été la loi de Wirth sur la contraception en 1969,
Ça a été la loi sur l'IVG, la loi Veil sur l'IVG en 1975. L'an dernier, ça a été la loi Taubira sur le mariage pour tous. Et aujourd'hui, c'est la question, effectivement, de la fin de vie. Alors, si vous voulez, là aussi, il y a deux choses. Il y a le fait que, au niveau de ce qu'on appelle la société civile, chacun a le droit d'avoir ses positions et de défendre ses positions et de lutter pour convaincre les autres du bien fondé de sa position. Et donc, les églises, comme d'autres organismes qui existent dans la société civile, ont tout à fait le droit d'avoir leur position, de les défendre, d'essayer de convaincre et d'avoir une parole donc publique là-dessus. Mais il y a un principe, il n'y a pas seulement la neutralité dans la laïcité, il y a aussi la séparation. C'est-à-dire que il y a une séparation entre la religion et l'État, et l'État est indépendant, si vous voulez, de toute doctrine religieuse. Pourquoi ? Parce que, justement, il y a dans la société civile, dans la société française, c'est peut-être plus simple de parler comme ça, dans la société française, les gens ont diverses croyances et incroyances, ils ont diverses opinions, ils ont divers points de vue, etc. Et qui ne peut pas avoir finalement un point de vue qui a priori s'impose à l'autre. Les décisions sont des décisions politiques, et c'est là où effectivement l'étude de la laïcité, c'est pas seulement l'étude des rapports avec les religions, c'est l'étude aussi de la nature de l'État. La nature de l'État, c'est que c'est une société politique où les décisions sont prises par une assemblée élue, par deux assemblées d'ailleurs, avec des systèmes d'élections différents, l'Assemblée nationale et le Sénat, et que donc il y a un processus à partir duquel se dégage une majorité. Et bien sûr, cette majorité, elle prend des décisions qui ne plaisent pas forcément à la minorité. Bon. Alors, pour éviter qu'il y ait dictature de la majorité, il y a une voie de recours qui s'appelle le Conseil constitutionnel. Et donc, quand la minorité qui est battue peut demander au Conseil constitutionnel si finalement la loi qui a été prise est bien conforme à la Constitution étant vraiment ce qui donne le lien politique, ce qui donne le lien social entre les Françaises et les Français. Et c'est ce qui s'est passé, il y a eu un recours qui s'est fait à propos de la loi mariage pour tous, qui a été fait devant le Conseil constitutionnel, et là aussi c'était légitime de faire un recours devant le Conseil constitutionnel, il n'y a pas de problème. Et à partir du moment où, effectivement, la loi est adoptée et où il y a eu un recours devant le Conseil constitutionnel, eh bien, la loi est votée, elle est légitime, et elle n'a pas besoin d'être unanimement approuvée, si vous voulez, par toutes les Françaises et tous les Français pour être légitime. Alors, ceci dit, quand il y a des différends comme ça importants au niveau de la société, on peut se dire il faut essayer de voir si on peut sauvegarder aussi des droits des minoritaires. Alors c'est pas forcément facile, on ne peut pas le faire pour toutes les lois. Ça a été fait pour la loi Veil sur l'avortement. C'est-à-dire que la loi Veil sur l'avortement dit qu'un médecin qui en conscience pense que l'avortement est un meurtre et ne peut pas faire d'avortement, n'est pas obligé à faire un avortement. Voilà. Donc vous voyez, on donne un droit aux minoritaires. Bon. Donc ce droit qu'on donne aux minoritaires, on l'enlève aux majoritaires, et notamment aux femmes qui, pour une raison ou une autre, veulent avorter. Et donc, on va encore plus loin dans la précision. On dit si un médecin est un chef d'un hôpital, même si lui, il est personnellement opposé à l'avortement, il doit s'assurer que dans son hôpital, l'avortement puisse être pratiqué. Et qu'il y ait des médecins qui sont d'accord pour pratiquer des avortements, qui le fassent, etc. Donc en tant que chef administratif, si vous voulez, de l'hôpital, il doit assurer que la loi puisse être appliquée. En tant que médecin soignant, s'il veut faire objection de conscience, il peut faire objection de conscience. Donc, vous voyez, il y a toute une gymnastique intellectuelle où la personne doit à la fois dire bon ben j'ai cette conviction là et puis c'est sur quelque chose de très fort, de très profond dans ma conscience, etc. et donc j'ai le droit de faire objection de conscience, mais en même temps j'ai une responsabilité qui m'est donnée par
l'État, qui m'est donné par l'intérêt général, et si j'exerce cette responsabilité administrative, là, je suis dans une autre situation, et en tant que ayant cette responsabilité administrative, je dois m'assurer que dans mon hôpital, les femmes qui ont besoin d'interrompre leur grossesse puissent interrompre leur grossesse. Alors ça, je trouve ça c'est très intéressant parce que ça montre bien à quel point la laïcité, c'est pas telle religion contre telle autre, c'est pas l'athéisme contre la religion ou la religion contre l'athéisme, c'est chacun qui doit, tout en ayant des convictions, doit dans certains cas, dans certaines situations, pouvoir prendre certaines distances par rapport à ses convictions quand l'exercice de ses convictions nuirait à la liberté d'autrui. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, les exigences de neutralité ne sont pas les mêmes quand vous êtes préfet, quand vous êtes enseignant et quand vous êtes usager du service public. Donc, on ne peut pas dire uniquement neutralité et séparation. Après, il faut y voir de plus près pour s'assurer des choses. Alors, ça me permet, mais je reviendrai à après, là, je ne suis plus tout à fait l'ordre des questions, mais pour suivre un plan un peu logique, ça me permet de poser la question des sorties scolaires. Bon. Depuis longtemps, la laïcité, c'est la neutralité au niveau des enseignants, en tout cas dans l'enseignement public. Alors déjà, vous voyez, il y a une distinction, puisque l'enseignement privé, même l'enseignement privé sous contrat, n'a pas les mêmes contraintes ou obligations, droits et devoirs que l'enseignement public, parce que c'est ce qu'on appelle une entreprise de tendance. On pourra y revenir éventuellement. Mais vous voyez déjà que la règle n'est pas absolue et que la règle admet une souplesse et elle admet que l'école publique ne soit pas en position de monopole, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, à l'école publique, les enseignants ont obligation de neutralité. Oui, je pourrais d'ailleurs faire une petite anecdote qui à mon avis est amusante, mais en même temps n'est pas incongrue dans ce que je raconte. Il y a un collègue qui, en classe de 6e, met son enfant dans une école libre. Et l'enfant revient à la maison en disant « Mais tu sais papa, c'est une école musulmane, les dames elles ont la tête couverte, etc. » Et en fait, c'était pas une école musulmane, c'était les bonnes sœurs qui avaient la tête couverte. Et vous voyez, il avait confondu, parce que l'actualité montre essentiellement des femmes musulmanes avec des foulards, il avait confondu. Bon. Mais comme l'école était une école libre, évidemment, ces sœurs avaient le droit d'avoir un vêtement religieux qui explicitait leur religion, ce qu'elles n'auraient pas eu le droit d'avoir à l'école publique. Donc, vous voyez, là, on voit bien la distinction entre école privée sous contrat et qui a de l'argent public, mais qui est quand même une école privée sous contrat, et l'école publique. Donc, au niveau des mères de famille accompagnatrices, alors là, on est vraiment dans les frontières. Et c'est là où il y a, moi je dirais quand même un durcissement de la laïcité française qui est dû sans doute à d'autres choses que la laïcité. Parce que, comme le Conseil d'État vient de le rappeler, mais dès le départ on le voyait en regardant la jurisprudence, hein, parce que vous voyez ce petit recueil, c'est pas seulement les lois, c'est un peu après ce qu'on appelle la jurisprudence, c'est-à-dire que quand il y a des cas concrets, comment on juge ces cas concrets par rapport aux lois. Peu à peu il y a une jurisprudence qui se crée et qui permet de savoir avec plus de précision comment appliquer les lois. Dans la jurisprudence, une mère de famille n'est pas un agent du service public et n'a pas à être soumis aux règles d'un agent du service public. Et alors, on disait que donc c'était des agents occasionnels du service public. Et on disait que c'était des agents occasionnels du service public parce que si jamais une mère de famille accompagnant des enfants à la sortie de l'école avait un accident,
eh bien, l'école serait responsable, étant donné que bénévolement, elle aidait l'école à faire sortir les enfants pour aller voir un musée ou pour aller voir ou pour aller au cinéma, j'en sais rien, enfin, pour avoir une activité périscolaire, si vous voulez, mais assurée par l'école. Donc, à cause de ça, à cause du fait qu'elle était couverte au niveau de l'assurance, on disait que c'était une agent occasionnel du service public. Mais en fait, cette catégorie-là, et le Conseil d'État l'a rappelé, une catégorie uniquement fonctionnelle, c'est-à-dire qui fonctionne effectivement pour les assurances. Vous donnez du temps bénévolement, il est normal que vous n'ayez pas en plus à payer si jamais vous êtes accidenté. Mais elles ne sont pas devenues pour autant des agents du service public, et le Conseil d'État l'a rappelé. Donc normalement, la règle, c'est qu'elles puissent avoir les vêtements qu'elles veulent, y compris si ces vêtements signifient quelque chose de religieux. Alors d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est qu'on parle tout le temps des mères de famille, mais il pourrait y avoir aussi des pères de famille portant une kippa, par exemple. Ça fonctionnerait tout autant, sauf que les pères de famille ne sont pas volontaires. En général, c'est des mères de famille qui sont volontaires. Donc, la règle générale, c'est qu'elles doivent pouvoir porter le vêtement qu'elles veulent, y compris si ce vêtement explicite quelle est leur religion. Ce qu'elles n'ont pas le droit de faire, par contre, ça serait de faire du prosélytisme auprès des gamins qu'elles accompagnent, parce que leur boulot, c'est de leur faire traverser les rues, c'est de faire que ces gamins soient en sécurité et que la sortie scolaire se passe bien, mais c'est pas le lieu, évidemment, puisque c'est une activité scolaire, c'est pas le lieu de faire du prosélytisme et d'essayer de faire de la propagande pour sa religion. Mais je n'ai pas connaissance qu'on ait jamais reproché à une mère de famille faisant de l'accompagnement scolaire un comportement qui soit un comportement qui n'obéit pas à la loi. Donc, à mon avis, si vous voulez, on devrait normalement accepter de manière générale cela. Parce que le Conseil d'État a dit, si ça gêne le bon fonctionnement du service, il peut avoir une restriction. Mais il faut prouver que ça gêne le bon fonctionnement du service. Et justement, ça gênerait le bon fonctionnement du service si leur comportement n'était pas neutre. Mais tant que leur comportement est neutre, pour moi, ça ne gêne pas le bon fonctionnement du service. Et en fait, quand on discute avec des gens du ministère de l'Éducation nationale, ils vous disent oui, vous avez d'accord, vous avez raison. Bon, mais on est bien embêté parce qu'il y a une circulaire qui a été prise par le gouvernement précédent, et si on abolit la circulaire, ça va faire du désordre, etc. Donc il vaut mieux ne pas abolir la circulaire et puis recommander aux enseignants, aux chefs d'établissement d'accepter les mères de famille, même si elles ont un foulard. Donc vous voyez, on est typiquement dans la situation où la pratique ne correspond pas vraiment au principe, hein, et c'est dommage, où il y a une différence entre la pratique et les principes, et où il y a une lutte des mères de famille qui, dans quelques établissements, pas dans tous, dans pas mal d'établissements, elles peuvent accompagner les sorties scolaires. Et dans quelques établissements, notamment à Montreuil, il y a un abcès de fixation à Montreuil, elles ne peuvent pas le faire, et donc elles luttent pour pouvoir le faire, et elles luttent pour que ce qui a été dit par le Conseil d'État, mais de manière un peu cauteleuse, un petit peu prudente, un petit peu, etc., soit réellement respecté. Alors, on en vient aux questions un peu sur la laïcité dans d'autres pays dans le monde. Prenons l'exemple des USA, puisqu'il y a eu une question posée sur les USA. Alors, et ça va permettre d'ailleurs de prendre la question d'Alsace-Lorraine. Bon. Il n'y a pas de pays où il y a une laïcité absolue. Là aussi, parce que la pratique ne peut pas jamais correspondre à 100% au principe, et qu'il y a toujours des écarts entre la pratique et les principes, ne serait-ce que parce qu'il y a toujours plusieurs principes en jeu, et donc on est bien obligé un peu de les relativiser pour pouvoir les respecter tous. Et donc, effectivement, du point de vue américain, on nous dira, mais vous dites que la France est laïque, même certains disent que la France est le pays par excellence de la laïcité, etc. Or, en Alsace-Moselle, il y a toujours, alors, pour ceux qui ne savaient pas, parce que tout le monde ne sait pas forcément
quelle est la situation en Alsace-Moselle. En Alsace-Moselle, l'Alsace-Moselle n'était pas française quand il y a eu les lois laïques, la loi Jules Ferry laïcisant l'école publique en 1882 et la loi de séparation des églises et l'État en 1905. Vous savez que l'Alsace-Moselle a été allemande entre la guerre de 1870 et la Grande Guerre, la guerre de 1914-1918, dont nous commençons à commémorer le centenaire. Et donc, quand l'Alsace-Moselle est redevenue française, il fallait acclimater, disons, pour les Alsaciens-Mosellans, balloter comme ça depuis Louis XIV, d'ailleurs, entre la France et l'Allemagne. C'était pas marrant, c'était pas facile. Et donc, on s'est dit, on se donne le temps, on n'abolit pas tout de suite les lois qui existent en Alsace-Moselle et qui, évidemment, sont antérieures à la laïcisation de la Troisième République. Là-dessus, en 1940, Hitler occupe l'Alsace-Moselle et lui, il sépare les églises et l'État. Bon. Et donc, paradoxalement, quand il y a eu la libération et quand l'Alsace-Moselle est redevenue une seconde fois française, on a rétabli la situation antérieure, c'est-à-dire c'est le gouvernement français lui-même qui a mis fin à cette séparation, parce que cette séparation était arrivée avec le nazisme et Hitler et qu'elle sentait le souffle. Bon. Mais on a toujours dit que c'était provisoire et c'était le temps que ça s'acclimatait. C'est un provisoire qui dure à tel point que on va arriver au centenaire du retour de l'Alsace-Moselle à la France, c'est 1919, c'est tout de suite après la Première Guerre mondiale. Et pour le moment, en tout cas, cette situation, pour moi, est la situation la plus distante, si vous voulez, des principes laïques, la plus contraire aux principes laïques, puisque la loi de 1905 dit clairement que plus aucun membre du clergé ne sera payé par l'État en tant que membre du clergé. Alors, ça ne veut pas dire, là aussi, qu'il n'y a pas des accommodements, c'est-à-dire que les membres du clergé ont une retraite comme les autres Françaises et les autres Français. Leur caisse de retraite est très déficitaire, mais l'État paye. Et l'État paye par souci d'égalité sociale. Et donc, ce n'est pas gênant puisque ce n'est pas pour des raisons d'officialité des religions. Si vous voulez, ce qui est gênant dans le financement du clergé, c'est pas tellement l'argent lui-même, c'est le fait que ça donne un caractère officiel à certaines religions. Certaines religions et pas d'autres. En Alsace-Moselle, c'est les rabbins, les pasteurs et les prêtres qui sont payés par l'État, c'est pas les imams, c'est pas les moines bouddhistes, c'est pas, etc., etc. Ça crée toujours une inégalité entre religions parce qu'il y a toujours certaines religions qui sont reconnues et donc payées par l'État et d'autres religions qui sont pas reconnues. Et c'est ça le problème. Donc effectivement, l'Alsace-Moselle, c'est vraiment un endroit où, alors, il y a bien des éléments de laïcité, hein, c'est pas tout 100% pour 100% contre, c'est-à-dire que la séparation en gros entre la religion et l'État, elle est assurée par le fait que les lois sont les mêmes partout en France. Et donc justement les lois concernant l'IVG, concernant la contraception, concernant le divorce, etc. sont les mêmes en Alsace-Moselle qu'en France. Bon. Donc il y a effectivement ces éléments très consistants de séparation. Bon. Mais la séparation est loin d'être absolue puisque le clergé est toujours payé par l'État. Les clergés de certaines religions, et donc effectivement c'est atteinte à la laïcité. Et vu des États-Unis, quand moi je vais aux États-Unis donner des cours, on ne demande pas de me sortir la question de l'Alsace-Moselle. Les Américains, en tout cas les étudiants américains qui s'intéressent à ces questions, sont très au courant de ça et ne manquent pas de... Alors inversement, effectivement, on peut dire que aux USA, le président de la République, lors de son investiture, jure sur la Bible, et que dans les dollars, vous avez une God we trust. Hein. Alors, il y a d'ailleurs une plaisanterie aux USA disant une God we trust et tous les autres payent cash. Donc là, on peut dire qu'il y a des éléments qui ne sont pas laïques. Bon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas plein d'autres qui soient laïques. Là aussi, il ne faut pas absolutiser, si vous voulez, tel ou tel élément.
il y a une véritable séparation juridique entre les églises et l'État aux États-Unis, et cette séparation, elle fonctionne, et la Cour suprême, globalement, garantit le fonctionnement de cette séparation. Mais il y a ce qu'on appelle un élément de religion civile, c'est-à-dire que le Dieu qui est marqué sur le dollar, ou le Dieu sur lequel le président de la République, lors de son investiture, jure, disons, s'engage, c'est pas le Dieu d'une église particulière. C'est un Dieu global, et moi je dirais un peu un Dieu qui légitime l'Amérique. L'Amérique, elle a été créée au XVIIe siècle par des gens, des puritains, donc des gens très très religieux qui quittaient l'Angleterre ou la Hollande ou d'autres régions parce qu'ils étaient mal vus à cause de leurs engagements religieux. Et quand ils ont fondé cette Amérique anglaise dans un premier temps, ces colonies anglaises, eh bien, ils les ont vus comme le nouvel Israël, comme la terre promise, etc. Il y a eu un climat très très religieux au départ. Et donc c'est resté, ce climat très, très religieux est resté, et ce marque a encore des marqueurs. Alors le marqueur permanent, ça a été ce serment du président de la République sur la Bible, mais une Bible fermée. C'est une Bible fermée, et comme il y a énormément de dénominations aux États-Unis, eh bien, l'idée c'est de dire que chaque dénomination interprète la Bible à sa manière, et que là c'est la Bible fermée, donc livrée à toutes les interprétations possibles. Donc c'est quelque chose de très symbolique, si vous voulez, plus que de dogmatique. Là, l'inscription de In God We Trust sur les dollars, c'est plus récent, et en fait ça date de la guerre froide. Et là on revient aussi sur le fait qu'il y a toujours des aspects politiques dans la laïcité. Il y a des aspects de lien avec les religions, mais il y a toujours un peu des aspects de la politique. Au moment de la guerre froide, eh bien, ce qui a fini en 1989, bon, l'URSS se voulait un État athée, sans Dieu. Bon. Et donc les États-Unis, par réaction aussi, mettaient en avant le fait qu'aux États-Unis, beaucoup de gens croyaient en Dieu. Et alors, le Dieu qu'on voulait, puisqu'il y avait énormément de dénominations. Mais voilà, on opposait la croyance en Dieu américaine à l'athéisme des États-Unis. Et dans ce climat de guerre froide, où l'opposition était entre le système communiste et le système capitaliste, eh bien, et entre l'URSS et les États-Unis comme symbole de ces deux systèmes, on a mis, si vous voulez, des marqueurs de religion civile aux États-Unis. Mais là encore, on a donc des éléments de laïcité, des éléments de non-laïcité, et comme en France, l'Alsace-Moselle est un élément pas tout à fait laïque dans un pays qui se veut très, très laïque. Alors un autre élément, évidemment, disons d'une laïcité tempérée, c'est les fêtes, hein, les fêtes chrétiennes qui sont restées. Bon. Alors en 1905, au moment de la séparation des églises et de l'État, la question s'est posée. Est-ce qu'on va garder les fêtes chrétiennes ou est-ce qu'on va les laïciser? Et là, ça a été une sorte d'accommodement, c'est-à-dire de dire, bon ben, on fait un acte de rupture puisque le clergé va plus être payé par l'État, puisque les églises et l'État vont être séparés, etc. On va pas en rajouter, d'autant plus qu'on avait un mauvais souvenir de la Révolution. La Révolution française avait essayé de changer le calendrier. En plus, elle avait fait une erreur, c'est-à-dire qu'elle avait fait le décadisme, c'est-à-dire que le dimanche qui a lieu, comme vous savez, tous les 7 jours, était remplacé par le décadi qui avait lieu tous les 10 jours, ce qui faisait qu'il y avait nettement moins de jours de repos qu'avant. En plus, on supprimait pas mal de fêtes de saints qui étaient des jours de repos auparavant. Et donc, ça n'avait pas été très populaire, comme vous vous en doutez. Donc, en 1905, on s'est dit on va faire une séparation plus douce que ce qu'a fait la Révolution. La Révolution a été beaucoup trop conflictuelle vis-à-vis des religions, et donc voilà, on a maintenu les fêtes chrétiennes, et c'est passé un peu dans les mœurs. Bon. Alors ce qu'avait proposé la commission Stasi, à laquelle j'avais participé il y a 10 ans maintenant, c'était de rajouter une fête juive et une fête musulmane dans les jours fériés. Alors pour
ne vous rassurez pas trop vite, ça vous aurait pas fait 2 jours fériés de plus dans l'année scolaire, parce qu'on aurait enlevé 2 jours dans les grandes vacances. Et puis pour les adultes, en entreprise, il y aurait eu des crédits de jours fériés, ou notamment dans les entreprises utilisant plus de 20 personnes, parce que dans les toutes petites, évidemment, ça peut poser plus de problèmes, mais dans les entreprises de plus de 20 personnes, il y aurait des crédits de jours fériés avec la possibilité de remplacer le jeudi de l'Ascension par une fête juive si on était juif, ou par une fête musulmane si on était musulman, etc. Bon. Donc un système assoupli, si vous voulez, qui permettait plus finalement de liberté de religion aux différents membres de l'entreprise. Là encore, ça n'a pas marché. Pour moi, le fait que ça n'ait pas marché n'est pas un signe de très bonne santé de la laïcité française. Pourquoi ? Parce que ça aurait permis de bien visibiliser qu'aujourd'hui, la France est plurielle sur le plan religieux. Bon, alors elle l'était déjà un peu en 1905. Mais en 1905, quand même, l'immense majorité des Français étaient chrétiens, et la plupart étaient chrétiens plus ou moins pratiquants. Plus ou moins, pas forcément pratiquants réguliers, mais plus ou moins pratiquants. Et donc le fait de dire ce n'est que les fêtes catholiques, les protestants ayant les mêmes fêtes que les catholiques, pas toutes, mais en tout cas les fêtes protestantes étant des fêtes catholiques. Puis il y a des fêtes qui sont spécifiquement catholiques comme la Toussaint et le 15 août, mais pour les autres. Donc ça ne heurtait pas la liberté de conscience des protestants, et les juifs, qui étaient un culte reconnu, mais les juifs, il y avait 0,2% de juifs en 1905, surtout que la région où ils sont le plus nombreux, en Alsace, n'était plus française à ce moment-là. Bon. Donc on pouvait dire que, si vous voulez, c'était quand même la quasi-totalité des Français qui pouvaient se reconnaître dans ces fêtes chrétiennes. Aujourd'hui, c'est plus le cas, et aujourd'hui, effectivement, c'est un moment où la laïcité devrait évoluer, devrait changer, devrait avancer, et c'est dommage que ça soit pas le cas. Et bien sûr, là aussi, un Américain qui veut taquiner les Français peut dire, voyez, vous Français, vous n'êtes pas complètement laïcs, la preuve c'est que vos fêtes sont quand même largement calquées sur la religion. Alors, je vais peut-être aller plus vite pour les dernières questions, pour pouvoir faire un deuxième aspect de questions. Je n'ai pas totalement répondu bon, parce que c'est une question alors très vaste, à l'état des lieux sur la laïcité dans le monde. Bon. Le problème au niveau de la laïcité dans un certain nombre de pays, et notamment les pays du Moyen-Orient, les pays d'Afrique du Nord, etc., c'est que la laïcité s'est liée avec des régimes qui étaient peu démocratiques. Bon, l'exemple le plus frappant est la Tunisie, bon, déjà un peu avec Bourguiba, mais surtout avec Ben Ali, où Ben Ali se voulait un peu laïque, en tout cas il a mis en prison des islamistes. Bon, mais justement, mettre en prison des gens pour des délits d'opinion, c'est pas démocratique. Bon. Et au Proche-Orient, les gens qui se voulaient les plus proches de la laïcité, c'était Saddam Hussein, mais là aussi c'était une dictature, et c'était Assad, bon, maintenant c'est Bachar el-Assad, mais avant il y avait son père en Syrie, et là aussi les événements récents le montrent à l'envi, c'est pas un régime démocratique, loin de là. Bon. Et donc effectivement, et en Iran c'était pareil, sous le Shah d'Iran se voulait laïque, mais il mettait ses opposants en prison, c'était pas un pays démocratique. Donc effectivement, ça donnait une très mauvaise image de marque à la laïcité. Si la laïcité n'est pas reliée à la démocratie, elle peut effectivement faire la séparation, faire la neutralité, mais elle ne fait pas ce qui est le but de la laïcité, c'est-à-dire la liberté de conscience de tout le monde et la non-discrimination pour raison de religion. En tout cas, elle ne respecte pas la liberté de conscience de tout le monde. Là aussi, une anecdote un peu significative. Moi, j'étais en Irak quand Saddam Hussein était ministre de l'Intérieur. Il n'était pas encore tout puissant, mais il était ministre de l'Intérieur et déjà il était très, très musclé. Bon.
Et c'était une conférence où il y avait des gens partout, et à cette époque-là, il y avait des ministres communistes dans le gouvernement irakien. Bon. Et je discute avec un de ces ministres, et il me dit oui, il va y avoir les élections prochainement, j'espère qu'on n'aura pas trop de voix. Bon, alors comme c'était en anglais, que ma capacité d'anglais n'est pas forcément à un maximum, j'ai cru que j'avais mal compris, qu'il voulait dire j'espère qu'on aura beaucoup de voix, et pas... Et non, j'avais bien compris, il espérait ne pas avoir trop de voix, et il m'explique en me disant, si on n'a pas beaucoup de voix, on reste au gouvernement, si on a trop de voix, on va tous en prison. Alors, vous voyez, c'est pas du tout un pays démocratique quand les choses fonctionnent comme ça. Bon. La laïcité était mal partie en se liant à des régimes peu démocratiques, et finalement en transformant les moyens de la laïcité, c'est-à-dire la séparation et la neutralité, en finalité, alors que la finalité de la laïcité, l'objectif, le but, ça doit être la liberté de conscience de tout le monde. Et donc, c'est passé un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que, notamment en Iran, par exemple, avec Khomeini et sa suite, les révolutions ont été des révolutions religieuses. Et le problème est maintenant, après la thèse et l'antithèse, de savoir si on va arriver un peu à la synthèse. Bon, alors il y a des fois où la situation reste une situation très dramatique. La Syrie, c'est une situation extrêmement dramatique, comme vous le savez, terrible pour les Syriens. Bon, il y a des fois où la situation semble avancer, et la Tunisie est un bon exemple où la situation semble avancer. Alors la constitution tunisienne qui vient d'être votée dit que la Tunisie est un État civil. Alors on n'emploie pas le terme laïcité, mais il ne faut pas avoir la magie du mot, si vous voulez. C'est-à-dire que justement, comme dans les pays arabes ou musulmans comme l'Iran, qui ne sont pas forcément arabes, mais qui sont musulmans à grande majorité, la laïcité s'est liée avec des régimes autoritaires. Du coup, socialement, elle n'a pas forcément bonne réputation. Le mot est un peu dévalorisé. Bon. Et donc, si on estime que le mot État civil est plus consensuel et permet plus d'avancer que le mot laïcité, pourquoi pas? Moi, j'ai pas la magie des mots. Bon. Ce que je constate, c'est que la constitution tunisienne parle du fait que l'État doit garantir la liberté de conscience et donne un certain nombre d'avancées démocratiques très, très substantielles. Bon, alors évidemment, le fait que ça soit dans la Constitution, là encore, ne garantit pas une pratique complètement respectueuse, mais quand même, ça veut dire qu'on pose des principes. Et c'est ce que j'ai dit tout à l'heure sur les principes. À partir du moment où des principes sont posés, eh bien, il y a une légitimité, si vous voulez, à revendiquer l'application de ces principes et à se battre pour l'application de ces principes, alors que quand ces principes ne sont pas posés, c'est pas possible. Bon. Donc, les choses bougent, si vous voulez, les choses peuvent aller vite. Si, par exemple, les choses évoluent en Iran, l'Iran est quand même un pays important qui pèse au niveau des relations internationales et où un certain nombre de gens se rendent bien compte que, finalement, ça a été rendre un mauvais service à l'islam que de le lier à l'État, parce que l'État, le politique, il a ses intérêts propres, et quand il s'unit à la religion, c'est pas pour le faire plaisir à la religion, c'est pour que la religion serve ses intérêts propres. Bon, il peut lui faire plaisir, mais à condition qu'elle serve ses intérêts propres. Et il y a plein de gens de théologiens musulmans, par exemple en Iran actuellement, qui sont pour la séparation de l'État et de la religion, parce qu'ils disent que ça a rendu un mauvais service à l'islam, que cette union étroite entre l'État et l'islam, et donc ils voudraient que la situation change. Bon. Alors, il y a eu une tentative de la faire changer il y a quelque temps, et ça a échoué quand Ahmadinejad avait été réélu plus exactement. Bon. Et il y a eu des gens qui ont été mis en prison, etc. Mais il y avait déjà des masses, disons, qui s'étaient exprimées en voulant libéraliser le régime. Bon. Là maintenant, on a un nouveau Premier ministre qui n'a pas tous les pouvoirs, mais qui a des pouvoirs malgré tout consistants. Et il semble qu'il y a un processus évolutif qui se met en route. Bon, c'est tâtonnant, on n'est pas sûr du résultat, etc. Mais ça veut dire que ça peut changer assez rapidement, et donc la donne peut être différente.
Donc vous voyez, la laïcité finalement, et je vais terminer par là pour avoir d'autres questions, la laïcité est une dynamique, c'est un processus. Dans ce processus, il y a des tâtonnements, il y a des choses qui vont bien, il y a des choses qui vont moins bien, mais voilà, l'histoire n'est jamais finie, et le fait d'être citoyen, et vous êtes tous des citoyens, disons, en devenir, c'est de s'engager dans ce processus et d'essayer d'y faire améliorer, disons, réduire l'écart entre le principe et la pratique. Merci. On peut envisager une deuxième.